Si vous visionnez cette vidéo, c'est donc que vous serez bientôt appelé à animer une COP. Pour vous aider dans cette tâche, 4 vidéos sont disponibles. Celle-ci, c'est la 4e de ces 4 vidéos. La première explique ce qu'est une COP au juste. La deuxième précise ce qu'est l'animation. La troisième vous propose des outils concrets. Et celle-ci vous présente quelques astuces pratiquées par les pros de l'animation. Ces astuces sont présentées en fonction du chapeau que vous porterez. Commençons par le chapeau organisateur. Si vous connaissez la salle, tant mieux. Sinon, l'idéal est de la visiter à l'avance. Vous allez trouver que les chaises et les tables y sont déjà organisées d'une certaine manière. Or, cette manière, ce n'est pas forcément celle que vous souhaitez. Et ce n'est pas impoli de changer cette configuration, ou du moins de demander la permission de le faire. D'où l'importance d'une visite aussi tôt que possible. Une bonne astuce pour gagner du temps au démarrage d'une rencontre, c'est de prendre l'habitude d'envoyer l'ordre du jour au moins 72 heures à l'avance. Les premières fois, c'est vrai que tout le monde ne l'aura pas lu. Mais vous allez voir, si vous restez constant et discipliné, après 2-3 rencontres, vous devriez vite constater de bonnes habitudes. Toujours dans l'idée de gagner du temps, ou plutôt pour éviter de tourner en rond et de démarrer trop lentement, une bonne astuce consiste à distribuer le rôle de rapporteur par ordre alphabétique. Alors, une variante que certaines COP aiment bien. On met tous les noms dans un chapeau et on tire un nom au début de chaque rencontre. Concernant le rapportage toujours, une autre astuce consiste à proposer un canevas avec des mots ou des phrases qui manquent. L'avantage est double. On gagne du temps et surtout, on évite que chaque rapporteur ait son style particulier. Alors, à propos des pauses, une première règle, c'est que vous n'en proposerez jamais assez. N'oubliez pas qu'il y a une énorme asymétrie entre votre propre engagement cognitif, qui est au maximum, et celui d'un participant lambda, qui est moyen. Bref, si vous ne voyez pas le temps passer, les participants, eux, risquent de trouver le temps long. Alors une bonne règle à suivre, ce serait une pause par heure, ne serait-ce que pour se lever et changer de sous-groupe par exemple. Alors une précision sur la durée des pauses. Vous le savez, 5 minutes deviennent 10, 10 deviennent 15, etc. Alors l'astuce consiste tout simplement à annoncer moins, mais à planifier plus. Vous planifiez une pause café de 20 minutes, annoncez une pause de 15. Un dernier détail. Prêchez par l'exemple. Lorsque vous voyez s'approcher la 13e ou 14e minute et que vous êtes vous-même engagé dans une conversation fascinante, c'est le moment de commencer à vous retirer poliment et de physiquement reprendre votre place à la 15e minute, pas à la 20e. Que faire lorsque le temps de parole est très inégal? Une bonne astuce, c'est de distribuer un véritable sablier, calibré pour le maximum visé, disons 2 minutes. L'avantage d'un tel outil, c'est qu'il sert à la fois de bâton de la parole, pour minimiser les interruptions, et d'outil pas menaçant, pour minimiser les discours qui s'éternisent. Alors que faire si, au contraire, personne n'ose plonger le premier? Surtout ne pas en profiter pour combler le silence par un discours de votre part. Alors, une astuce consiste à dire, si je comprends bien, vous avez besoin d'un temps de réflexion. Et là, vous invitez le groupe à noter ses idées en silence. Repérez quelqu'un qui semble avoir pris quelques notes, donc qui semble inspiré par la question posée. Puis, au bout du délai que vous aviez annoncé, invitez cette personne à prendre la parole. Alors, une dernière astuce. Les animateurs peu expérimentés sont convaincus d'une chose,
s'ils expliquent 2 fois une consigne, le groupe va comprendre. Alors typiquement, ils vont l'expliquer une première fois, ils vont lire le non-verbal du groupe et recommencer une deuxième fois en commençant par « autrement dit ». Les pros de l'animation expliquent une seule fois, idéalement avec un support visuel. Ensuite, ils demandent à quelqu'un d'autre de reformuler ce qu'il ou elle a compris. Avec tact, ils vont justement choisir quelqu'un dont le non-verbal semble dire « je ne suis pas sûr d'avoir compris ». Voilà donc pour le premier chapeau. Le second chapeau, c'est celui de facilitateur. Alors que faire si le groupe montre des signes de désengagement? Ici, il y a 3 astuces capables d'allumer un groupe, on va dire, éteint. La première, c'est d'en profiter pour glisser une histoire. Pas forcément drôle, mais vraiment bien choisie. Le cerveau humain, on le sait aujourd'hui, est beaucoup plus allumé par une histoire que par un raisonnement. La seconde astuce, c'est de proposer une courte pause pendant laquelle les gens sont invités à bouger. De nombreuses recherches ont récemment montré un lien très fort entre le mouvement et la créativité. Un des chercheurs a même plaisanté en disant « Je comprends pourquoi le penseur de Rodin est encore là, en train de réfléchir. Si seulement il se levait pour faire quelques pas, il la trouverait la réponse qu'il cherche. » La troisième astuce, c'est carrément de changer d'activité. Vous n'êtes pas obligé de respecter votre planification à 100%. Rappelez-vous, ce n'est pas un cours que vous donnez, avec un début, un milieu et une fin. Si une activité n'allume pas le groupe, malgré vos histoires et vos pauses de sport, laissez-la tomber et proposez autre chose. Le but, ce n'est pas de vider votre sac, c'est d'aider le groupe à mettre au monde son bébé. Maintenant, que faire si au contraire, l'ambiance est survoltée? Donc si le groupe montre tellement d'enthousiasme que ça devient problématique. Alors l'astuce ici, c'est de rapidement intervenir pour inviter le groupe à noter ses idées, par écrit et en silence, chacun de son côté. Ça vous permet d'acheter quelques minutes de calme, sans pour autant éteindre la créativité des membres. Et pendant ce moment de calme, à vous d'improviser comment redonner la parole au groupe. Maintenant, que faire si un membre cherche à dominer le groupe? Une stratégie par étapes successives est à recommander. En mode préventif déjà, c'est d'avoir pris l'habitude de souligner et de renforcer des comportements positifs. Un simple clin d'œil du genre « Ah, merci Foulane pour ce commentaire hyper concis, mais qui nous ramène directement sur les rails. » C'est aussi de prendre l'habitude de reformuler un propos particulièrement constructif, mais le plus brièvement possible. Comme ça, si vous restez muet devant une intervention qui n'est pas spécialement constructive, indirectement, le groupe comprend le message. Alors de cette manière, si jamais vous choisissez de confronter le comportement inadéquat, on ne pourra pas vous reprocher d'être partial. Rester neutre et impartial, c'est très important. Sauf qu'il vaut mieux confronter cet individu en privé pendant une pause, par exemple. Alors, il se peut que le comportement persiste malgré toutes ces étapes progressives. À ce moment-là, vous n'avez pas le choix. Vous avez besoin de mettre le groupe de votre côté. Et une manière éprouvée d'y arriver, c'est de confronter cet individu à chaud, devant le groupe, lorsque le comportement se répète. L'astuce, c'est de le faire sans émotion, le plus calmement possible. Il arrive hélas qu'il faille expulser quelqu'un d'une COP. C'est rare, mais ça arrive. Et dans ce cas, il s'agira de s'entendre avec les autorités compétentes pour bien gérer la situation. Maintenant, que faire dans le cas particulier où des conflits extérieurs semblent importés à l'intérieur de la COP? Par exemple, on voit parfois des enjeux syndicaux qui viennent se glisser dans les échanges. L'astuce ici consiste à s'exprimer au « je » plutôt qu'un « tu » accusateur. Lorsqu'on verbalise nos perceptions au « je », on ne peut pas nous reprocher d'avoir perdu notre neutralité. Une perception, ça ne se discute pas. L'aveugle qui nous dit « j'ai l'impression qu'on a affaire à un serpent », on ne peut pas l'accuser de partialité.
C'est ce qu'il perçoit. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais c'est tout à fait possible qu'en réalité, ce soit vraiment un serpent et non un éléphant. L'important, c'est de comparer les perceptions des uns et des autres, ouvertement et calmement. Ensuite, il y a le chapeau de clarificateur. Que faire si on soupçonne que le groupe ne s'est pas vraiment mis d'accord sur le résultat attendu? L'astuce ici consiste à refléter au groupe votre compréhension, si possible avec humour. Du genre, si j'ai bien compris, notre résultat attendu à 16 heures, pouf, c'est tous les problèmes dont souffre notre système qui ont disparu. Bref, vous insistez poliment mais fermement jusqu'à l'obtention d'une formulation la plus claire possible. Que faire si on entend des opinions émises comme si c'était des faits? L'astuce ici consiste à poliment demander la source ou la référence, pas sur un ton de confrontation, mais plutôt sur un ton de curiosité. Maintenant, que faire si on perçoit que le groupe s'écarte de la route tracée? Le mot-clé ici, c'est « perçoit ». Alors, tout comme pour l'exemple des conflits extérieurs qui entrent sans invitation, l'astuce ici, c'est de penser à la fable des aveugles et de l'éléphant. Ce n'est pas parce que vous êtes animateur que votre regard est au-dessus de tout le monde. Vous êtes un aveugle parmi tous les autres. La seule différence, c'est que vous le savez, ou du moins vous faites un effort constant pour ne jamais oublier que vous êtes un aveugle parmi d'autres. Maintenant, que faire si des répétitions retardent l'atteinte du résultat attendu? L'astuce ici consiste à céder la parole au rapporteur. En l'écoutant répéter des idées similaires, vous pouvez inviter le groupe à lui-même fusionner les propos qui se ressemblent. Et de cette manière, vous faites d'une pierre deux coups. Vous modélisez le comportement souhaité et vous accélérez le rythme vers le résultat attendu. Enfin, il y a des astuces qui s'appliquent tout chapeau confondu. La première découle du fait que personne n'est parfaitement à l'aise avec les trois chapeaux. Chacun d'entre nous, en fonction de notre personnalité, on a un rôle préféré et possiblement un rôle qui ne convient pas très bien. Et donc, on risque de négliger un peu. À titre d'exemple, une personne très intuitive, donc très habile à sentir le climat d'un groupe, c'est tout à fait possible qu'elle ne soit pas la personne la plus rigoureuse pour l'organisation du temps et de l'espace. Et inversement, quelqu'un d'hyper attentif aux échanges intellectuels, ce n'est pas forcément quelqu'un avec un quotient émotif, on va dire, hyper développé. L'astuce ici, c'est de bien se connaître, sur tous nos points faibles, et de ne pas hésiter à partager le travail. Un exemple précis. Si vous avez tendance à plonger dans les discussions au point d'en oublier votre montre, pourquoi ne pas désigner quelqu'un qui deviendra responsable du temps? La deuxième astuce, c'est que justement la seule manière de savoir quelle casquette mettre à quel moment, c'est de bouger le plus souvent possible. C'est le seul moyen de toucher à l'éléphant de tous les points de vue possibles. C'est en multipliant les perspectives qu'on saura mieux à quel moment retirer un chapeau pour le remplacer par un autre. Voici 3 exemples d'une animation maladroite. 1. Porter constamment le chapeau de facilitateur, donc se focaliser sur l'harmonie des relations. Ça risque de conduire à des rencontres fort agréables, voire appréciées, mais sans fruits tangibles. 2. Négliger les relations, au motif que c'est un champ subjectif, féminin, au profit d'un focus obsessif sur la tâche à produire. Ça risque au contraire de conduire à des membres de la COP qui vont arriver en retard, s'absenter, et finalement à laisser tomber la COP. Enfin, il y a des animateurs qui jouissent d'un certain prestige, mais ils auront tendance à abuser du chapeau de clarificateur, et ce faisant, risquent de réduire les membres de la COP à des auditeurs passifs de leurs exposés, ce qui est tout le contraire de l'esprit d'une COP. Au lieu de jouer à la sage-femme, quitte à ce que le bébé qui naît ne corresponde pas tout à fait à leur goût, de tels animateurs préfèrent mettre au monde le bébé eux-mêmes, ce qui est tout le contraire de la démarche émergente
qui est inhérente à l'idée même d'une COP. Alors, un mot à présent sur le temps T0. On dit que la première impression est souvent la bonne, en tout cas qu'on n'a pas une deuxième occasion pour faire une bonne première impression. Tout ce qu'on a vu dans cette vidéo-ci suppose que la toute première impression s'est bien passée et que le train de la COP a quitté la gare. Lors de la prochaine formation, on va se pencher sur une question très concrète. Que dire, que faire lorsqu'on se présente pour la toute première fois devant une COP qu'on s'apprête à accompagner pendant plusieurs rencontres? Alors voilà qui met fin à cette 4e de 4 vidéos sur l'animation d'une COP.